Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je sais que vous attendez ce moment avec impatience. Je reçois beaucoup de suggestions, quelques félicitations, ça fait plaisir. Je voudrais d'abord vous remercier de votre fidélité. Je sais que beaucoup parmi vous suivent cette émission dès son lancement et son enregistrement, qui se déroule le vendredi, et vous êtes déjà sur Facebook Live. Donc, merci à ceux qui sont en direct. Et puis, n'oubliez pas que cette émission est diffusée le dimanche à 20h. Nous recevons Catherine Conconne. Le suspense est terminé. Elle nous a fait attendre. Elle nous a fait patienter. Elle va nous dire pourquoi elle a mis autant de temps. Parce que, très objectivement, elle a été la dernière à se déclarer. Pas la dernière à déposer sa liste. J'ai quelques indiscrétions. Mais elle nous a fait patienter. Donc ce soir, elle est là pour répondre à nos questions, puisque Catherine Conconne est officiellement candidate, tête de liste, elle n'est pas toute seule, pour diriger ce pays. Catherine Conconne, bienvenue. Bonsoir Eddy Marajo et bonsoir à tous les auditeurs qui nous font l'honneur de nous écouter. Très bien. J'ai bien lu, enfin, j'espère avoir tout lu, et vous vous élevez de manière systématique contre tous ceux qui vous interrogent, parce que vous leur reprochez de vous demander, dès la première question, avec qui vous allez, au lieu de vous demander pour quelles raisons vous vous présentez. Donc moi, je vais être très obéissant, et ma première question, je l'ai écrite pour ne pas me tromper. Quelles sont les raisons de votre candidature? Eh bien, vous avez dit tout à l'heure, il dit que j'ai pris mon temps. Oui, j'ai pris mon temps. Parce que lorsque, en juillet, août, c'était pendant les vacances, des amis, des copains plus ou moins engagés en politique sont venus me dire il faut que tu fasses quelque chose. J'ai commencé par leur dire allez, on se calme. Hein. Bon, je suis déjà bien occupée, j'ai déjà beaucoup de choses à faire, mais face à leur insistance, j'ai posé des préalables. Je leur ai dit, vous voulez aller aux élections, vous vous sentez au top, costaud, vous êtes audacieux, vous êtes déterminé, vous sentez qu'il y a des chantiers à mener pour métamorphoser ce pays. J'insiste, métamorphoser ce pays, d'accord. Mais j'ai des préalables. Si vous voulez que je guide cette démarche, parce que pour moi une démarche collective, je n'en fais pas une affaire personnelle, d'accord, mais il y a du travail. Premièrement, il faut que nous fassions tous la preuve que nous connaissons notre pays le plus largement possible. On ne saura pas tout, mais j'entends tellement de tartes à la crème, je vois tellement de lieux communs, de préjugés, de faux chiffres, de contre-vérités. Donc, désolé, on devra être exemplaire sur ces questions-là et on devra explorer au mieux la Martinique. Deuxièmement, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire pour changer les choses, mieux les faire, les rendre plus aboutis et surtout promettre à nos compatriotes l'accès à un droit au bonheur parce que c'est important et pour moi ça revêt de l'importance. Donc vous aurez du travail. Je préfère vous avertir, on se met au travail et on a beaucoup travaillé depuis les grandes vacances où on ne pouvait pas beaucoup voyager, donc on était assignés quasiment à résidence avec cette histoire de Covid. Donc on a travaillé et j'ai vraiment poussé les choses. Souvent, je leur ai dit, c'est pas encore bon, c'est pas satisfaisant, vous devez encore auditionner un tel. Non, ça c'est faux. Et on est arrivé en se faisant parfois accompagner avec des gens, des universitaires, des personnes qui venaient porter la méthode. Parce que la méthode, c'est important. Parfois, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas par quel bout commencer. Porter la méthode, concrétiser les idées qu'on avait pour qu'elles ne soient pas banales, pour qu'elles correspondent à une vision de société. Donc, on a travaillé. Et je leur ai dit, OK, j'accepte de mener cette initiative à vos côtés, mais il faut que ce travail-là soit fait en préalable, sinon ne comptez pas sur moi. Je ne vais pas là pour faire ce qui se fait déjà. Je ne vais pas là pour faire comme ça se fait déjà. Je ne vais pas là pour aller ressortir au peuple des tartes à la crème, des intentions mal formées, mal fondées, simplifiées. On va s'occuper du développement, on va s'occuper des affaires sociales, des choses qui n'ont aucun sens et qui surtout vous permettent d'être dans un flou artistique où vous serez bénéficiaire d'un zéro bilan.
C'est-à-dire, on ne pourra jamais vous interroger sur un bilan, tellement vos intentions étaient proches de zéro, ou alors mal exprimées, etc. Bon, donc ça a pris 7 mois. Ah voilà, j'allais vous poser la question. Donc, 7 mois après, vous dites, j'y vais, c'est ça? 7 mois après, quand on a fait le bilan de ce travail, quand on a tout mis en ordre, on s'est fait aider par des universitaires qui ont... On a travaillé, hein, c'était parfois tous les soirs jusqu'à 22-23 heures, avec des gens qui disaient non, on refait ça, réexprimer ça, ce n'est pas bon, il faut aller plus loin et tout. Et à ce moment-là, quand on a terminé, eh bien, ça fait à peu près un mois, quand on a quasiment terminé, en même temps, on parlait méthode de campagne, on parlait travail au fond, oui, on va en campagne électorale, oui, ouais. Comment, en restant dans son canapé, en allant faire 2 émissions télé, y compris avec M. Marajo à Zouk TV, non. C'est pas suffisant. Moi, j'ai une façon de faire de la politique qui s'inscrit à 100% dans la proximité. Les tracts dans les boîtes aux lettres, c'est pas mon truc. Moi, c'est aller parler aux gens, leur parler, les écouter, m'alimenter au quotidien de leurs suggestions et de leurs préoccupations. Donc, mettez-vous en forme. Il faudra marcher, il faudra monter les escaliers, il faudra passer des journées sous le soleil, sur le terrain. C'est mon quotidien. Ouais. Donc, je vous invite à faire de même. Vous êtes parés pour ça? Et tout le monde m'a dit collectivement oui. Donc, c'est un petit groupe qui est parti, il y a une dizaine de personnes. Et puis, qui a grossi. Et on a aujourd'hui un premier cercle qui est d'environ une centaine de personnes, avec beaucoup de ralliements. Tous les jours, je reçois des dizaines et des dizaines de propositions de ralliements, de personnes qui veulent venir nous soutenir, travailler avec nous. Et voilà. Parce qu'il était important pour moi, pour revenir à votre première question, M. Marajo, on va là pour faire quoi? Oui, voilà. Justement. Donc, vous aurez donc... tout loisir de répondre à mes questions de manière très précise sur le programme, puisqu'il est constitué. On ne l'a pas encore vu, hein, vous ne l'avez pas encore diffusé, mais bientôt. On aura peut-être... Il est prêt, en tout cas. On aura peut-être ce soir quelques avant-premières. À l'heure où nous enregistrons cette émission, est-ce qu'on peut dire que vous êtes officiellement candidate? Oui, ça y est, ma liste a été déposée. Bon, il y a toujours un reçu provisoire, hein, encore des dernières vérifications. Ils peuvent vous rappeler le lundi matin pour vous dire qu'il y a un problème. Mais bon, la vérification quand même provisoire dure quand même 2 heures. Donc, on passe tout en revue et il manque un petit papier qu'on a rectifié tout de suite. Donc, ça va. La paperasserie à la française, c'est lourd. Avec beaucoup de doublons parfois. Des papiers qu'on doit faire 1 fois, 2 fois. Bon, même si c'est le même papier. Donc, mais ça y est, pour moi, c'est bon. On a eu notre reçu provisoire et donc nous sommes officiellement déclarés. Est-ce que c'est trop vous demander que de nous donner quelques... Parce que bon, on est quand même les premiers, juste après ce dépôt, quelques exclusivités. Si je vous demande de me dire si vous êtes tête de section. Oui. Dans quelle section? Fort-de-France. À Fort-de-France? Ben oui, ça coulait de source. C'est votre terre. Je suis feuillalaise. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les autres têtes de section? Sur le nord, ce sera Christian Rafal, le maire de Saint-Pierre. Sur le sud, ce sera Fred-Michel Thibault, le maire de Saint-Esprit. Et sur le centre atlantique, ma collègue et amie Marie-France Tino, qui est une de mes collègues aujourd'hui à l'Assemblée de Martinique. Et il y a 4 membres de notre groupe de l'Assemblée de Martinique, y compris moi-même, qui figurent sur ma liste. Voilà. Ben vous avez réussi un mercato plutôt bien ficelé, puisque les 4 membres en question, j'ai bien l'impression qu'il y en a qui viennent du PPM. Non. Non. En tout cas de l'EPMN. Enfin, c'était la liste PMN, donc tout le monde vient de PMN, y compris moi. Non, mais c'était... Non, parce que ce que je... Le PMN, je crois que ça n'existe plus, donc. Oui. Parce que ça a changé de nom. Ex-EPMN. Voilà. Bon, donc on a les têtes de section. Pour la plupart, il n'y a pas de surprise particulière. Non, c'est d'abord des tendances qu'on a voulu inscrire. Moi, j'ai affirmé très tôt qu'il faut donner du sens au mot renouveler la classe politique. Donc, tout le monde parle de ça. Mais on revoit toujours les mêmes qui reviennent à des fonctions et qui cumulent des fonctions en plus tout le temps. En l'occurrence, vous prenez 2 maires. Oui, 2 maires, uniquement. Je ne souhaitais pas qu'il y ait plus de 3 maires sur la liste. Et on s'est arrêté à 2. Pourquoi? Parce que c'est la leçon de ce qui a pu passer aux yeux de certains comme une erreur, l'accumulation de maires sur la liste de 2015 de l'EPMN. Non, chacun est libre. 22, je crois. Oui, chacun est libre de faire comme il veut, mais moi j'estime que, vu le programme qu'on a préparé, qui va être extrêmement dense, lourd, audacieux, il faut être disponible. Et un maire n'est pas disponible. Non, un maire, non. Non, je suis désolée. J'ai été collègue de maire élus à la région et tout, et ils ne sont pas disponibles. Il ne faut pas rêver, ils ne sont pas disponibles.
Voilà. Bon. Donc, si on doit mener ce véritable chantier de la métamorphose de la société martiniquaise, de la transformation au fond de la société martiniquaise, on ne peut pas compter sur une grande majorité de maires. Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste. Très bien. Alors, allons rester sur ces premières questions sur la liste elle-même. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Oui, bien évidemment, mais tout le monde ne partage pas cette philosophie-là. Oui. On va le voir. Restons sur ces éléments de liste. On est bien d'accord que vous visez, vous savez, nos téléspectateurs sont très à cheval sur la rigueur en matière de déclaration politique. Et ils nous le font savoir quand ils trouvent des décalages entre les promesses, ou en tout cas les engagements et la réalité. Vous visez le poste de présidente de l'exécutif, c'est bien ça? Bien, vous savez, M. Marajoujé, peut-être vous étonner, mais dans l'équipe qui est à mes côtés, on n'a jamais parlé de ça à ce jour. Eh ben, voilà. Profitons-en. On n'a jamais parlé de ça. Non, je vais en parler avec eux en premier. Notre premier challenge, c'était de finir ce programme, qui est énormément important pour nous, à mes yeux, et surtout à nous tous. J'ai essayé de contaminer toute l'équipe à la profondeur et au sens qu'on doit donner à l'engagement politique, donc qui se traduit par ce programme, qui a à la fois des actions qui sont menées, des politiques publiques qui sont dépoussiérées, modernisées, mais aussi une révolution dans la gouvernance de la collectivité. Ça a pris du temps, ça a pris du travail, et ce n'est que maintenant que notre liste est déposée, qu'on a fini de... Parce qu'on avait des enjeux sur la liste. Moi, j'avais des exigences. Il fallait faire entrer des jeunes dans la liste. Il fallait des gens qui n'ont jamais été élus. Parce que renouveler la classe politique, c'est pas simplement remettre les mêmes qui étaient déjà là, ou alors qui sont déjà en fonction. Renouveler, c'est porter un sang neuf, porter un peu d'oxygène. Eh bien, moi, je voulais qu'il y ait une proportion importante de la liste dans laquelle on retrouve des gens qui ont moins de 40 ans. Voilà, ou ont 40 ans. C'était important. Des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes sur cette liste. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été élues, mais qui sont issus de la société civile, ou alors qui ont eu un petit mandat de conseiller municipal, dans l'opposition, rien de bien lourd en termes de poste politique, et que j'ai voulu mettre en me disant, on a un pays qui se dépeuple, on a un pays où il y a beaucoup de jeunes qui ne sont plus présents en Martinique. Si on n'est pas audacieux à ce niveau, et qu'on implique de plus en plus de jeunes et de nouveaux visages en politique, des gens qui ont à dire, qui sont costauds dans leur tête, mais qui n'ont jamais été élus. Il faut bien un début à tout. Si on n'imprime pas cette tendance très forte, dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura personne pour gouverner ce pays. Alors, donc c'est tous ces enjeux-là qui nous ont pris du temps, parce que même quand on me disait, bon, il faut peut-être un peu mollir, je disais non. Il faut qu'on s'engage, qu'on s'impose un certain nombre de volontés, et qu'à la limite, on parle presque de quotas. Voilà. Par exemple, il fallait que les têtes de liste impriment la parité parfaite. C'est le cas. 2 femmes, 2 hommes. 2 femmes, 2 hommes, c'est important. Et il fallait aussi que dans les hauts de liste, parce que vous savez bien que c'est dans les hauts de liste que forcément il y a plus d'élus, c'est pas le dernier, le 17e qui sera forcément élu, il fallait qu'il y ait aussi des jeunes qui soient là, et que demain matin, sur une politique de transport, ou qu'un jeune de 30 ans, de 31 ans prenne les choses en main. On a tous commencé un jour, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont oublié ça. Oui, mais quand on regarde, quand on analyse... quasiment tout le personnel politique actuel a commencé jeune. Oui. Il n'y a personne qui a débarqué à 60 ans. On est d'accord, mais maintenant, il faut renouveler ça. Voilà, parce que pourquoi aujourd'hui, les viviers de recrutement ne sont plus des partis? Moi, j'ai connu... il n'y a plus de parti, Catherine Cocon. Oui, il y a des partis. J'ai connu un parti où, quand je suis arrivée, il y avait Jeunesse Progressiste, il y avait beaucoup de jeunes de ma génération, des trentenaires et tout, qui s'engageaient en politique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même lorsque j'ai dit à ma fille, alors, tu vas adhérer, elle me rit au nez. Elle me dit, mais maman, les choses ont changé, faites ça autrement. Nous, on s'engage sur des grandes causes. Arrêtez votre truc où il faut venir en réunion matin, midi, soir. Mettez ça sur Facebook. Bon, je prends un petit peu ma gifle en me disant, comment faire pour ramener des jeunes de ces générations-là sans les conformer à un parcours tel que nous avions eu à l'époque, où il fallait d'abord prendre sa carte au parti, commencer par aller distribuer des tracts, aller vendre le journal, coller des affiches, et monter ainsi crescendo dans la hiérarchie du mouvement. Ça vous a quand même permis, vous faites référence avec un petit brin de nostalgie sans doute,
de construire à la fois votre vécu politique et puis de grimper dans la hiérarchie. L'absence de... Je ne le nie pas, mais j'ai mis beaucoup du mien aussi. Oui, bien évidemment. Il ne suffit pas de mettre le pied à l'étrier, il faut savoir aussi monter sur le cheval. Exactement. Voilà. Mais justement, l'absence de cheval, l'absence de structure politique autour de vous ou à laquelle vous donneriez la mesure, est-ce que ce n'est pas une prise de risque ? Non, ce n'est pas du tout une prise de risque. Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai eu aussi eu cette exigence de dire à tous ces gens qui me disaient il faut qu'on y aille, que dans les premiers jours, je leur ai dit, bon écoutez, on doit reconstituer une base militante. Oui. On n'a pas de parti, il faut reconstituer une base militante. Sous quelle forme ? Mettez-vous au travail. Sous quelle forme ? D'abord, chercher des gens. Oui. Il fallait convaincre des gens, les faire venir dans les réunions, écouter un discours. Vous avez monté une association ? Non, pas encore. C'est un projet. On le fera après débat, après discussion. On va trouver la forme, j'ai envie de dire. Les idées, il faut d'abord les faire mûrir, les faire épanouir, et puis après, les cadres existent toujours. Parce qu'on sait de manière très pratique, de manière très pragmatique, il faut quand même que tout ça soit lié à une personne morale, pour des problèmes de financement, etc. Oui, mais ça j'ai envie de dire, c'est la dernière étape. La première étape, c'était d'abord de donner du contenu. Et par exemple, quand au début ils sont venus m'en parler, j'ai dit il faut reconstituer une base militante. Alors maintenant, on devra convaincre des gens sur une nouvelle démarche. Et on a organisé une série de réunions. C'était pas évident, Covid aidant, il fallait faire des réunions avec pas beaucoup de monde. Par moment, il nous est arrivé de monter jusqu'à 100 personnes alors qu'on n'avait pas invité tant de monde. Il y a une espèce de contagion et j'ai eu l'impression qu'il y a une espèce de soif de discours nouveau, d'une nouvelle manière d'être. Et on a tenu, au moins 15 réunions facilement, très en amont, au début, quand on a écrit l'esprit de ce qu'on voulait faire. D'abord l'esprit, sans trop rentrer dans les détails. Cette gouvernance dépoussiérée, cette façon de rendre les politiques publiques en étant proche du peuple, en changeant l'accroche du public, où le service doit aller au public. On va rentrer dans le détail. En modernisant tout ça. Et je leur ai dit, il nous faut une base militante d'au moins 1000 personnes. Là, vous les avez effrayés, ils sont tous pour partir en cours. Pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes 1500 qui sont rentrés dans notre base, qui fréquentent nos réunions, qui parfois piaffent d'impatience parce que je leur dis, bon, écoutez, la réunion, ce sera 50 personnes, pas plus. Oui, alors on a inventé, heureusement qu'il y a les Zooms aujourd'hui, on a inventé les Zooms, on fait des lives Facebook, et même quand on a présenté notre candidature il y a quelques jours à Angry-Avelin-Robert, on a fait un Zoom. On avait des centaines de personnes qui regardaient. On est monté jusqu'à 3000 personnes qui ont suivi. Alors bien sûr, la moitié, c'est pas nous et tout, mais notre base militante était là, qui est aujourd'hui dans des fichiers avec leur téléphone et tout, qui nous alimente, qui nous appelle, qui suivent nous régulièrement. Il fallait avoir cette base militante importante. Et j'avais fixé les règles en leur disant, et le volume. Vous voulez aller en politique, vous voulez aller aux élections, il faut savoir qu'il y a plus de 300 bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote, il faudra au moins une personne de notre groupe. Faites les comptes. Au moins. Sans compter tout le reste. Si demain vous organisez une réunion à Grand-Rivière, mais si vous n'avez pas 5 ou 6 personnes de Grand-Rivière, parce que bon, c'est un petit village, mais il faudrait y aller, 5 ou 6 personnes de Grand-Rivière qui sont là, qui vous attendent, qui vont vous accompagner dans le porte-à-porte, vont distribuer votre information pour venir attirer du monde pour le meeting que vous allez faire le soir, laissez tomber. Fiat Politique, c'est aussi une assise militante et tout, et je suis très, très contente du résultat. Ça a été un préalable. Avis à tous ceux qui nous écoutent et qui ne veulent pas passer par les fourches codines de l'organisation. Eh bien oui, les fourches codines de l'organisation, c'est très important. Et ils me disent maintenant, tu avais raison, parce que lorsque, aujourd'hui, on a toute cette base militante, quelle que soit l'action que nous faisons, elle est parfaitement relayée. Ça se transfère, sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui suivent tous nos lives et tout, simplement parce qu'on a d'abord mis en place une organisation après avoir transmis à toutes ces personnes la philosophie de ce qu'on voulait faire. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, vous avez conclu une alliance avec un parti politique national non. qui est... Attendez, non, on n'a pas passé d'alliance avec un parti. Laissez-moi finir ma question. Dont l'un des représentants officiels et M. Thirault... n'a pas passé d'alliance avec le parti national. Attendez, laissez-moi... Non, mais j'insiste. Non, mais laissez-moi... Vous allez pouvoir me répondre. Oui. Laissez-moi finir me poser ma question. Et M. Thirault s'inscrit sur votre liste. Il est d'ailleurs... tête de liste dans le Sud. Chef de section. On est très étonné parce qu'une alliance avec un représentant officiel
d'un parti politique national, les Républicains. Ça jure un peu avec votre propre expérience du contact frontal avec les Républicains au Sénat. Oui. Ça n'a pas toujours été tendre. Ça ne sera jamais tendre. C'est du fighting. sera jamais tendre. J'ai retrouvé quelques... C'est pas du tout les mêmes contextes. Ouais. C'est pas du tout les mêmes contextes. Vous ne leur en voulez pas, en fait, finalement. Non, c'est pas du tout les mêmes contextes. Alors, mais je vais pourquoi toujours ferrailler avec eux parce qu'ils ont une vision. Les en France, ils ont une vision très particulière. J'ai d'abord rencontré... Très particulière, c'est un euphémisme. J'ai rencontré d'abord un homme qui s'appelle Fred Michel Thirault, qui est maire du Saint-Esprit, que j'ai rencontré parce qu'on se connaissait comme ça, quoi. Ouais. Moi, je connais tous les maires, puisque, bon, je suis sénatrice, c'est quand même mes interlocuteurs privilégiés. C'est quelqu'un qui est en politique. On a bien sympathisé pendant le Covid. On était souvent assis l'un à côté de l'autre dans les réunions de la préfecture. On échangeait beaucoup et il y avait beaucoup de convergence de vues entre nous sur le côté pratique des choses, pour à la distribution des masques et tout. Et un jour, il m'appelle pour me dire j'aimerais bien te parler de mon problème d'hôpital, parce que j'ai vu que tu montais au créneau sur les hôpitaux en France. J'aimerais que tu me parles de ton hôpital. J'ai dit d'accord. 2 jours après, j'étais chez lui. Il m'a expliqué sa problématique d'hôpital. Il m'a remis un dossier avec les plans, avec les plans du terrain, avec plein de choses, tout ce qu'il avait déjà préparé pour accueillir un nouvel hôpital, parce que l'actuel est en grande difficulté, et en plus à côté d'une ravine qui, à chaque fois qu'il y a une inondation, il faut déménager les malades, les emmener au 2e étage, parce qu'il y a des risques énormes concernant les malades qui sont hébergés à l'hôpital du Saint-Esprit. Et on a commencé à parler, et pendant 2 bonnes heures, il m'a expliqué ce qu'il faisait dans sa commune. Parce que c'est vrai, le Saint-Esprit, c'est pas une commune dont on parle beaucoup. C'est pas, on va plus parler de Sainte-Anne, du Carbet, de Fort-de-France, de Rivière-Pilote. Saint-Esprit, bon, c'est une commune de l'intérieur. J'ai l'impression que les communes où il n'y a pas beaucoup de maires, il n'y a pas de maire du tout, quoi, de façade maritime, sauf Coromorne, tout ça, c'est assez isolé, on n'en parle pas beaucoup. Et j'ai passé un bon moment avec lui où il m'a expliqué un certain nombre de politiques publiques qu'il mène dans sa commune que je trouve exemplaires et qui pourraient faire rougir les plus grands maires de gauche. Quelques exemples? Je vous donne un exemple. Il me dit, tu sais, j'ai un habitat très diffus. On est à la campagne. Cet esprit, on est à la campagne. Et il arrive qu'il y ait des habitations qui soient à 1 kilomètre, qui soient à 500 mètres et tout, de la route principale. Et donc, des gens qui sont très éloignés du transport en commun. Parce que le transport en commun, il ne va pas rentrer dans chaque petite venelle, chaque petit quartier où il y a parfois 5 familles, etc. Il fera le gros. Il fera le gros. Et il me dit, tu sais, face à cette problématique-là, et dans un souci de solidarité, de justice sociale, j'aime bien les mots, solidarité, justice sociale, c'est moi, ça me ressemble. Donc si c'est cette de gauche, je crois qu'il est de gauche aussi. Il a mis en place, avec son CCAS, un transport à la demande, c'est-à-dire que la personne âgée, la personne qui habite à fond, machin, tel endroit dans la commune, et qui est isolée. Parce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont isolées, qui sont vieux, qui n'ont pas de voiture, qui ne peuvent plus conduire, et puis ils voient le bus passer, mais avec des jumelles. Donc, il m'a dit, j'ai un transport à la demande, avec des véhicules propres, électriques. J'ai profité pour faire un geste écologique. Et j'ai, à la demande, il suffit de téléphoner, et un chauffeur qui vient chercher cette personne, et l'emmène faire sa petite course, aller chez le médecin au bout, chercher ses médicaments et tout. Et ça marche magnifiquement bien. Pour moi, c'est un geste. Il me dit, pour moi, c'était une volonté de justice sociale et de solidarité. Je vois, par exemple, après, il me dit, je viens de recevoir un label, parce que je suis la ville de Martinique, qui est un label ville fleurie, certes, mais avec un label en plus. Aucun de mes domaines espaces verts gérés par la ville, fleuris par la ville, n'utilise de produits phytosanitaires, de produits chimiques, de pesticides, etc. Je suis la seule ville. Et j'ai donc reçu un label en ce sens. Donc j'ai envie de dire, il est aussi écologiste. Sans prendre d'arrêté, sans faire de grands mouvements, c'est fait. Autre chose, je visite avec lui son bourg récemment. Et vous savez, le bout de cet esprit est très... Beaucoup de maisons créoles, patrimoniales, en bois, parfois du siècle dernier, souvent du siècle dernier, qui ont déjà un certain âge. Et forcément, avec les déserts qui s'installent de plus en plus dans les centres-bourgs, le départ des populations vers l'extérieur, les personnes qui décèdent et qui laissent des maisons un peu à l'abandon, il m'a dit, je suis en train de racheter petit à petit toutes les maisons qui sont abandonnées. Il me montre tout un pâté de maisons. Voilà, la ville rachète et avec un organisme, un opérateur social de réhabilitation, on les remet en état. Il y a parfois de la toiture à refaire, de la peinture, quelques travaux pour les mettre dans un dispositif social de location à l'endroit de jeunes couples, etc. J'ai trouvé ça magnifique.
Et j'aurais pu citer d'autres exemples. Ouais. Et J'ai ça trouvé- ça vous a Ça m'a séduit? plu. Ça m'a Ouais. plu. Et j'ai pas vu droite, j'ai pas vu extrême droite, j'ai pas vu extrême. De toute façon, on refuse les extrêmes. J'ai pas vu la gauche, j'ai rien vu. J'ai dit, ah, monsieur Zafei, monsieur est avec sa population. Mais ça fait. Il ça a compris que. C'est pas récent, ça. Mais je ne savais pas. Je l'avoue, je ne savais pas. Ouais. Vous savez, les lieux communs et les préjugés. Ah, monsieur Sambouga à droite. Et puis on reste dans ce carcan-là. Ouais. Monsieur Sambouga à droite, bon, le républicain, machin, etc. Mais quand je creuse et que je discute avec lui, il pourrait faire rougir bon nombre de maires de gauche. Tant ces actions qui relèvent de la solidarité, de la justice sociale, d'une écologie, de logement qui est réaffecté à des plus démunis, à des personnes plus en précarité et tout, c'est un beau programme de gauche, ça. Mais vous étiez. Donc, Mais ce que vous appliquez là, c'est-à-dire à la fois, j'allais dire, l'universalisme, l'ouverture vers des gens qui sont catalogués, vous venez de le dire, de tel ou tel côté de l'échiquier politique, ben, vous l'aviez déjà pratiqué quand vous étiez chez EPMN, puisque, rappelez-vous, vous avez été oui, voir donc Génie Dulis. mais oui, mais donc je n'ai pas de problème avec ça. Donc en fait, c'est pas nouveau. C'est pas Il y nouveau. a Génie Dulis qui était avec nous, qui Oui. est elle aussi cataloguée à droite. Il y avait en 2015, on avait même Chantal Mignon qui était Oui. sur notre liste, qui est cataloguée à droite. Et si je remonte plus haut, dans le conseil municipal, mon premier conseil municipal à Fort-de-France, il y a des gens qui avaient leur carte à droite et qui étaient membres adjoints au Tout à maire fait. du conseil municipal. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de... Vous savez, aujourd'hui, et puis il y a une notion aussi qu'il faut redomicilier en Martinique. La droite et la gauche en Martinique, c'est pas du tout ce qui se passe en France. Alors justement, C'est pas du tout le même contexte. Oui, on nous- était à gauche lorsqu'on voulait bouger d'une manière ou d'une autre, à plus ou moins forte intensité, notre relation avec la France. Oui. Donc ça allait à modification de statut, autonomie, machin, jusqu'à l'indépendance. Là, on était à gauche. On était à droite lorsqu'on jurait que par papa de Gaulle, la mère patrie, on bougeait rien. J'ai connu Miguel Laventure à l'époque où il fallait même pas parler créole. Il fallait pas parler de statut. Je me rappelle de Miguel qui était fétichiste du mot département. Il ne voulait pas de la réforme qui a eu lieu en 2011 parce que le mot département disparaissait et donc ça allait de réchef nous éloigner en quelque part de la mère patrie. Bon, mais c'est vous pas- avez, c'est- mais vous c'est- avez malgré tout travaillé avec lui. Oui. En 2010, vous aviez travaillé avec lui. Miguel Oui, Laventure il était chargé de mission. chargé Voilà, de mission. Il était chargé de mission. Et puis voilà. il était aussi chargé de l'octroi de mer, Mais rappelez-vous. sur un sujet très, très Fondamental, sensible. fondamental. Il Alors- est allé au nom du président plusieurs fois à Bruxelles Oui, oui. pour régler les problèmes de fiscalité. Donc comme quoi on peut travailler Bien sûr, au-delà des il faut clivages. ramener les choses à la Alors, Martinique. Voilà. mais sur cette liste, le fait qu'il y ait des républicains et qui ont leur carte républicaine, il y en a quelques-uns, 2 ou 3. est-ce que quand il y aura des occasions de négociation et puis d'opposition avec soit le Parlement, et notamment le Sénat, mais aussi l'Assemblée nationale ou le gouvernement, dans lequel il y a aussi des anciens républicains, est-ce qu'il n'y aurait pas des dissensions? Est-ce que vous allez tous vous retrouver derrière le drapeau, entre guillemets, Martinique, ou est-ce qu'il y a des risques de... Alors, M. décalage. Malajo, parmi les préalables qui ont été aussi de mon exigence, c'était de donner du corps et du sens à ce rassemblement que nous avons. Comme j'ai l'habitude de dire, pour parler franchement, pour moi, ce rassemblement, ce n'est pas une affaire de frais brais. Vous savez, les copains qu'on vient, puis moi, batché, puis moi, puis on ne s'inquiète même pas de qui, de quoi, et puis on est assis sur quoi, on ne sait pas. Bon, on a un pacte moral quoi, entre nous, mais on voit où mènent les pactes moraux. L'actuelle mandature de la CTM montre bien que le pacte moral Il a ou explosé en plein électoraliste vol. n'est pas allé très loin. Ouais. Ça a vite explosé. J'ai aussi, et nous sommes tous tombés d'accord dessus, nous avons écrit une charte et une philosophie du mouvement dans lequel nous nous inscrivons pour cette CTM. Donc- avec des valeurs donc on est qui dans ont un été cadre- listées. dans un Il y a cadre un cadre, précis. il y a un cadre. Autrement dit, nous avons décliné ce que nous entendons de la notion d'égalité homme-femme. Nous avons décliné ce que nous entendons de la démocratie. Nous avons décliné ce que nous entendons du progrès humain. Et ça Nous veut avons- dire quoi? Que chaque membre de cette liste a signé cette charte. Ce sera fait publiquement dimanche. Très bien. Voilà, donc Bon. on l'a écrite ensemble, on l'a relue ensemble. On a eu un séminaire auquel j'ai tenu, qui s'est tenu il y a 15 jours. On a validé au mot près ce document.
Ça a donné lieu à des débats. Il y a eu un groupe de travail qui a travaillé dessus. Il a été présenté et je peux vous dire qu'on devait être 200 ce jour-là à ce séminaire. Ça a été un tonnerre d'applaudissements. Parce que j'ai l'impression que les gens se retrouvaient, se disaient, ça donne du sens. Il y a quelque chose. J'ai vu un des membres avoir une larme en disant, ça nous a fait à bien, ça n'y poids, ça n'y poids. Et tout le temps, je leur disais, vous voyez les gars, la politique, c'est pas une question de frais-brais. On peut boire avec un copain qui ne partage pas la même opinion politique que nous. Moi, parmi les meilleurs amis de mon père, il y avait Roger Lise, l'ancien sénateur, qui n'est pas du tout PPM. Pourtant, c'était le meilleur ami de mon père. Mais dès qu'il y avait politique, chacun prenait son camp, tout en se respectant et en gardant leur amitié et leur fraternité. Alors, on a écrit ça, et dimanche, lors de l'inauguration de notre permanence, on profitera pour signer solennellement ce document qui nous engage. Maintenant, tout document peut être on peut renoncer demain, on signe chez monsieur le maire et pourtant on divorce. Voilà. Mais enfin, au moins, on aura ça en disant, voilà pourquoi on est ensemble et dans quel sens on est. Alors, imaginons... Et la notion de pays a été très importante. Tout ce qui a été fait, notre pays était le préalable obligatoire. Obligatoire. C'est un peu la tarte à la crème, ça, ces temps-ci, non. au pays. Non. J'ai regardé les éléments préliminaires de liste. Le mot pays revient de manière systématique. Alors, il y a un deuxième élément qui est intéressant, c'est ensemble. Alors là, ensemble, quelle que soit la façon dont on l'écrit. Alors vous, votre liste s'appelle comment officiellement ? Alors, on a d'abord notre mouvement qui s'appelle Ensemble, voir loin, agir maintenant. Voilà. C'est son sous-titre. Voilà. Et notre liste s'appelle La Martinique Ensemble, Faye, we Faye. Bon. Donc, vous donnez du crédit à mon analyse. Parce que vous n'êtes pas les seuls à utiliser le mot ensemble. Je l'ai vu en créole à plusieurs reprises, je l'ai vu en français. Donc, en fait... je ne sais pas si ça a été précédé d'une charte et d'une philosophie écrite et signée. Non, mais voilà. Bon, ils ont le temps. Ils ont le temps. Ben, nous, on l'a fait avant. Bon, très bien. Mais vous êtes précurseur dans bien des domaines. Ah, oui. Alors, imaginons que vous passiez cette fameuse barre des 10%. On la passera. Vous êtes confiante? Oui. On va aux élections pour perdre, M. Marajou, vous savez Comment? ça. On ne va pas aux élections en se disant qu'on va non, perdre. Non, mais bon. On va aux élections pour gagner. Je ne pose plus jamais cette question. Et on se donne les moyens. Il faut surtout se donner les moyens. Alors, l'analyse politique prend en compte deux éléments. La multiplicité des listes. On est quasiment sûr qu'il y aura plus de listes qu'en 2015. En 2015, il y en avait 9. Là, il y en a déjà 11 de déposés et probablement 2 ou 3 de plus. Donc, on va aller probablement entre 13 et 15 listes. Donc, la multiplicité des listes. Et puis, probablement, et vous le savez, vous qui êtes inscrite dans l'analyse systématique... l'abstention. Voilà, l'abstention. Abstention massive, puisque les observateurs disent on a fait 41% au premier tour en 2015, on n'avait pas de Covid, on n'avait pas cette lassitude de la population. C'est pire, cette défiance. Vous voyez, vous êtes encore plus dur. Donc, on irait peut-être jusqu'à 35%. OK ? Ce qu'on a déjà atteint pour ces élections municipales en 2020, dans certaines communes. Tout à fait. Donc, 35%, ça veut dire que ça baisse mécaniquement la barre des 10%. Mais comme cette barre doit être partagée avec 15 listes, ça rend difficile l'exercice. Bon, imaginons que vous franchissiez cette barre. Les deux éléments qu'on vient d'identifier, c'est-à-dire multiplicité des listes et baisse de la participation, vont impacter également le deuxième tour. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de listes au deuxième tour. A priori, beaucoup de listes. Quand on dit beaucoup de listes, c'est plus de 3. Soit 4, soit 5. Bon. Et quand il y a 4 ou 5 listes au deuxième tour, il y a, pour gouverner, pour gagner et avoir une majorité dans l'Assemblée, il y a nécessité d'alliance. Est-ce que cette analyse, vous la partagez? Plus ou moins. Alors, le premier challenge qu'on s'est fixé, c'est de dire qu'il faut aller chercher les lecteurs. Il faut renouer le contact avec les lecteurs qui, aujourd'hui, Covid en plus aidant,
Ouais. masqués, gestes barrières, chacun chez soi. On n'a plus de liens. mouvements sociaux, on ne va plus au restaurant, donc on ne voit plus personne. Et puis, il n'y a pas de Voilà. meeting. Voilà. Et puis à 19h, on est rentré chez soi, donc la vie sociale est tellement maigre Ouais. que on n'a plus de contact. Donc Stop, il faudra stop, y aller. Stop, Catherine Coconne. Vous qui avez des informations et que en plus, vous êtes impliquée, vous êtes au cœur du système, est-ce que vous pouvez nous annoncer quand est-ce qu'on va être libéré de ce couvre-feu? Moi, je pense que ça ne devrait pas tarder, là. Il paraît que c'est avant le 22 mai. Oui, il semblerait. Bon, Il semblerait. bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour nous. Il semblerait. Alors, revenons sur mon analyse sur le deuxième tour. Vous dites, moi, j'ai Je donné veux aller reconquérir chercher. les lecteurs. Voilà, il faut aller reconquérir les lecteurs. Et ça passe par un contact. Ouais. Le contact. J'ai posé comme challenge à l'équipe, nous devons rentrer dans les 170 000 foyers martiniquais. C'est à peu près ça le chiffre. 170 000 foyers martiniquais. Il y a du boulot, là. Il faut que nous fassions. Avec 1500 personnes? Moi, quand je suis allée aux élections cantonales, j'avais dit à l'équipe qui me suivait, je vais rentrer dans la maison de chaque habitant de Volga, de Dillon, etc. M'en fait. Je l'ai fait. Oui, mais là, on est sur On est l'ensemble de la d'accord, Martinique. mais je veux dire que c'est une tendance. Ouais. Il faut y aller. Ouais. Et Ça, c'est l'objectif qui est fixé. Je m'impose ça sur le mois, une semaine là, le mois qui vient. voilà, de le faire jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'au Je 19. commence ce soir. Très Ce bien. soir. Donc, il faut y aller, il faut avoir du contact. J'ai dit à l'équipe, on ne va pas distribuer de tracts, de documents dans les boîtes aux lettres. On ira les porter à l'habitant. C'est vrai que la ou boîte aux échanger lettres, avec lui. La boîte aux lettres ne vote pas. Parce que quand je reçois les trucs dans la boîte aux lettres, là où il y a 4000 prospectus de toute espèce d'enseigne, de ceci, la terrasse, les chaussures, le frigidaire, le ceci, le cela, en même temps un document électoral dedans, je lis même pas. Ça vous donne Même pas moi, envie. ça donne pas envie. Ouais. Moi, j'estime qu'on doit aller au contact. Et nous sommes nombreux, on peut le faire. On peut le faire. Et Oui. je suis prête à m'impliquer matin, après-midi, à le faire. On a bien compris. On a bien fera compris que peut-être 165 000. Il y a quelques personnes chez qui je n'irai pas. Au moins les personnes de notre équipe. Je n'irai pas chez mes parents ni chez Eddie Marajo, puisque je n'ai pas à le convaincre qu'il sait déjà pour qui il va voter. Il analyse assez la politique pour avoir sa propre opinion. Ouais. Mais on le fera. Voilà, on Mais, le fera. donc Et ça, c'est j'ai la- exigé 2 réunions par soirée. J'ai exigé 3 ou 4 porte-à-porte jour. Donc, le niveau est très haut. Donc, on y va, sans compter les batteries de phoning qui vont se mettre en place. Mais je veux renouer du contact avec la population. Ce que je n'ai jamais cessé de faire. Autrement dit, en 20 ans, c'est... Alors, il paraît que c'est vous qui étiez la spécialiste de ça au PPM. Oui, j'avais été bien formée par quelqu'un que je connais bien, qui se reconnaîtra. Mais ce qui est redoutable... Mais c'est important, Oui, mais monsieur. Et oui. c'est moi, c'est-à-dire que c'est déjà mon fonctionnement. Oui. Vous voyez, depuis que j'ai été sénatrice, pourtant le Sénat, c'est un poste très éloigné du quotidien. J'ai tenu à ce quotidien, j'ai tenu à cette proximité. J'ai une permanence où les gens viennent, prennent rendez-vous, je les reçois, je discute avec eux. Parfois, c'est pour une bricole, pour un stage, pour un logement, pour des choses qui ne relèvent pas du niveau Sénat. Oui, je le fais. mais Catherine Coconne, On connaît mon c'est agenda nécessaire. tous les lundis. Non, mais J'ai cassé les codes. Vous nous avez expliqué ça la dernière fois, j'ai revisionné l'interview, la dernière qu'on a faite ensemble. Vous nous aviez déjà expliqué ça, Oui. votre proximité, etc. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être, mais Bon, c'est nécessaire. alors, allons essayer de faire un peu de politique. Pas de fiction. Non, pas de fiction, de politique. Vous êtes au deuxième tour. Ouais. Compte tenu du nombre élevé de gens qui sont au deuxième tour, il n'y en aura pas 2, il y en aura plusieurs. Vous êtes contrainte pour atteindre ces fameux 37% des suffrages exprimés qui vous permettent d'avoir 26 membres de l'Assemblée, c'est-à-dire la majorité absolue. Il vous faut vous allier. Alors, je vais vous donner ce que les sondages donnent parmi les gens qui pourraient être là. Donc, il y a vous, Yann Monplaisir, M. Nilor, M. Letchimi, M. Marie-Jeanne. Ça fait beaucoup. J'ai envie de vous poser la question de savoir avec qui vous pourriez surtout pas ne vous allier. Alors, je vais vous dire très sincèrement, M. Marajo, je ne me suis pas pour l'instant penché sur la question. J'avais Alors. des impératifs de boucler la liste, de boucler le programme. Je suis obligé de vous réinviter, en fait. Oui, et donc la semaine prochaine, on va se réunir. On a commencé à en parler, Ouais. mais je leur ai dit, bon, pour l'instant, là, on termine le boulot.
Et puis, on va se mettre là autour d'un petit café tranquille avec les amis. On va se prendre 2 heures et on va commencer à faire des chiffres, à regarder. Ouais. Mais je n'ai pas, pour l'instant, pensé à ça. J'ai dit à l'équipe, pour l'instant, au lieu de réfléchir déjà au deuxième tour, blinder le premier tour. Blinder le premier tour pour arriver fort. Quand vous dites blinder le premier tour, est-ce qu'on peut fixer avec vous, là, un objectif en nombre d'électeurs? Le maximum. Le maximum, ça veut dire, je vais vous donner le chiffre auquel vous devriez prétendre, c'est minimum 10 000 voix. Ah mais non, c'est faible ça. Ça faible. Ah mais non, c'est faible. Il faut beaucoup plus. Autant de mobilisation pour faire 10 000 voix, mais non. Oui, mais attention, 35% de taux de participation, ça donne à peine 100 000 électeurs. Donc vous voulez prendre, dès le premier tour, plus de 10%. Oui, oui. Bon, je ne sais pas comment on va diviser 100% en 5. Il faut avoir des objectifs ambitieux En 5 et listes. audacieux, monsieur Je Marajo. vous souhaite bien du plaisir. C'est pas grave, mais il faut fixer cet objectif. Il faut viser Oui, la au lune. moins avoir- Il faut viser la lune. D'accord. Et pas dire, bon, mais vous savez. J'ai aussi une fonction de stimulant dans cette équipe. Ouais. Si j'arrive devant les équipes, je leur dis, bon, eh ben, vous savez, si on ne fait que 10 000, c'est très bien. Et puis, non. Non, ça va Faut que pas je être leur ça. dise, visez la lune. Ok, Voilà. alors. Et le chiffre en objectif, il est dans ma tête. Et je leur ai déjà dit. Avant qu'on aborde le contenu programmatique, il y a beaucoup de choses qui circulent à votre propos sur les gens qui sont autour de vous ou qui vous soutiennent. Alors, on vous prête le soutien appuyé, effectif, concret de beaucoup de chefs d'entreprise, en particulier dans le groupe Bernard Ayotte, de Bernard Ayotte lui-même. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que tout ça, j'allais dire, on ne prête qu'aux riches, évidemment, mais tout ça, c'est lié au succès d'estime et d'empathie que vous recevez dans la population? Il y a premièrement ça, certainement. Et puis deuxièmement, il y a le fait que, vous savez, monsieur Marajo, on est toujours marqué par son enfance, sa jeunesse, son éducation. J'ai été élevée par des gens extrêmement généreux et extrêmement ouverts, chez qui on recevait tout le monde, sans distinction. Du petit malheureux, machin, qui ne sait pas parler français, qui est ceci, qui est cela, jusqu'au, allez, pour reprendre un terme très créole, au gros répété. Chez moi, il y avait ça. Mes parents eux-mêmes étaient comme ça, très ouverts. Chez moi, c'était une fête permanente, des gens qui venaient tout le temps, avec qui on échangeait et tout. Et puis, il y a une femme qui a beaucoup compté dans ma vie, qui était la marraine de ma sœur, qui était directrice de crèche, une PPM jusqu'au bout des ongles. Et elle aussi, elle n'a pas eu d'enfants. Elle a élevé des tonnes d'enfants qui n'étaient pas les siens. Elle faisait des cours particuliers elle parlait très bien le français, elle était très bien éduquée et tout. Elle était directrice de la crèche de Tivoli. Elle avait ouvert un cours particulier pour aider les enfants en plus. Elle payait la crèche pour les familles qui... Donc, autour de moi, j'étais dans un milieu très ouvert et très généreux. Je n'ai pas de complexe par rapport aux gens. Je suis à l'aise avec tout le monde. Et quand M. Bernard Ayotte m'appelle, quelqu'un qui est très respectueux, qui est très respectable, avec qui j'aime bien échanger, m'appelle et me dit « J'aimerais bien échanger sur quelques sujets avec vous, sur la collectivité. » Je lui dis « Pas de problème, on se voit et on échange. Oui. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc cette proximité-là, j'ai de la proximité avec tout le monde. Les gens la considèrent et ils spéculent en fait. Les gens spéculent beaucoup parce que souvent, parfois, les gens ont des complexes. Moi, quand j'ai quelqu'un face à moi, je ne vois pas sa richesse, je ne vois pas sa fortune, je ne vois pas la couleur de sa peau. Et j'ai été élevée en plus par des gens qui m'ont toujours dit, pas moi des personnes rien. Apprendre à débrouiller quoi. Non, mais vous comprendrez. Apprendre à débrouiller quoi. Donc, ces gens-là ne peuvent pas dire que je suis assujetti à leur fortune, à leur demande ou à quoi que ce soit. Ils pourront jurer sur n'importe quel tribunal que je ne suis pas dépendant d'eux. D'accord ? Je peux avoir une démarche de mécénat pour aider une association et tout, mais personnellement, j'ai appris. Et jusqu'à son dernier jour, mon grand-père Camille Conconne me répétant, pas moi des personnes à rien, apprendre à débrouiller qu'aux autres. Ça fait de moi, ça fait de nous des enfants extrêmement débrouillards. Si je prends une panne de pneu là maintenant, je peux démonter mon pneu toute seule. Je porte mon bidon de gaz, je sais le monter. Ça nous a rendus extrêmement autonomes et débrouillards. Faites attention, hein, le mot bidon de gaz ces temps-ci est très à la mode parce que tout le monde nous prédit qu'arrivé à la tête de l'exécutif,
ils vont baisser le prix du bidon de gaz. Il y a des taxes sur le bidon de gaz, il faut regarder, mais pas seulement sur le bidon de gaz. Je pense que c'est toute il y a une réflexion à avoir sur la fiscalité à la Martinique, donc sur les prélèvements et tout, qui vont impacter un certain nombre de choses, y compris le prix de l'essence, le prix du gaz, etc. Mais il faut le faire globalement, pas simplement dans une démarche marketing un peu populiste de dire on va baisser le bidon de gaz. C'est un ensemble d'outils fiscaux qu'il faut revoir. Deuxième élément, on va dire du climat de la campagne. Vos opposants sont persuadés qu'ils vont vous atteindre sur ce qui pourrait être un point faible. Vous avez été, depuis 2013, la cible régulière d'attaques sur tous les sujets, en particulier un qui est à nouveau d'actualité, qui est vos liens avec la coopérative agricole Madivial. Ouais, j'ai été recherché. Vous passiez sur Martinique Première avec Maurice Violeton, et vous disiez, à l'époque, Alfred Marie-Jeanne avait fait c'était en 2017, il avait fait une conférence de presse dans laquelle il disait que sur Madivial, il y avait un vrai scandale, et vous disiez à l'époque, alors ça ne manque pas... Ça manque pas comment dirais-je, d'intérêt avec les mots que vous employez à l'époque et qui sont à nouveau d'actualité. Un règlement de compte politique Bien sûr. contre un professionnel qui n'a pas prêté allégeance à Alfred Marie-Jeanne durant la campagne électorale de 2015. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que ce qui est en train de circuler et qui à nouveau fait focus sur cette affaire est à nouveau une tentative de déstabilisation politique ? Vous savez, tout va être tenté, même le pire. Et puis, je suis une femme, je suis la seule femme qui a ce niveau de visibilité en Martinique aujourd'hui. Je risque d'être la seule femme tête de liste. Donc, il y a ça aussi qui joue. Et puis, j'ai envie de dire aux gens, si vous avez des preuves de quelque chose, on peut aller porter plainte. J'ai aucun problème avec ça. Si, pendant les 5 ans pendant lesquels j'ai siégé à la région, j'étais aux côtés de tous les professionnels pour les aider dans leur quotidien. J'ai participé activement, et ils me le répétaient encore cette semaine, puisque j'ai eu une réunion avec eux, au remembrement de la filière canne-sucrome. C'est grâce à moi qu'il y a aujourd'hui une SICA Cannes. Vous pouvez leur demander, ils le disent. C'est grâce à moi, à mon implication et ma détermination qu'on a eu une OP sur la pêche. Je ne sais pas à quel stade c'est aujourd'hui, je ne suis plus aux affaires, mais qu'il y a une OP sur la pêche. Et lorsque monsieur le président de la région de l'époque, Serge Etchimi, m'a dit « Occupe-toi avec José Maurice de la restructuration des filières », j'ai été aux côtés d'un certain nombre de coopératives. Et oui, aider nègres pays moins. Par les moyens les plus légaux possibles. Donc, il y a beaucoup de mensonges. Vous savez, c'est un pays dans lequel on vous prête des intérêts lorsque vous faites quelque chose. Si j'ai favorisé, par exemple, l'implantation de couvoirs pour la coopérative Madivial sur un terrain qui appartient à la CTM, c'est parce que peut-être qu'on me donnait des œufs. Rien de tout cela. J'aime voir mes compatriotes réussir. Et lorsqu'une délibération traîne, parce que ça a pris du temps pour être signée, que ça traîne dans les tuyaux, et que j'appelle un service pour dire, mais au fait, la délibération qu'on a votée il y a 2 mois, là, on en est où? Tu peux t'en occuper pour moi, pour la faire sortir, et que je la sors? Si je fais ça, c'est parce qu'on me paye. Si je fais ça, c'est parce qu'on me donne quelque chose. Si je fais ça, je vais toujours aider mes compatriotes. Je vais toujours être là où les choses sont bloquées pour les débloquer. Je crois dans ce pays. Je crois dans ce pays. Il y a des pépites de talent, d'initiative dans ce pays. Alors maintenant que je sois au milieu d'un règlement de compte contre un ancien membre, qui a d'ailleurs été condamné pour de la diffamation, pour les mêmes propos, j'ai le jugement là. Oui. Pour les mêmes propos, il a été condamné à la diffamation. S'il estime il paraît que je serais restée silencieuse. Alors je parle, je suis accusée, je suis silencieuse, je suis accusée. Mais ce soir, ce soir, vous pouvez. Il faut arrêter, il faut juste arrêter. Et je trouve dommage, vraiment dommage. Et je crois que c'est notre faiblesse à nous Martiniquais, cette ambiance qu'on peut résumer, pour employer un mot créole, du nègre contre nègre. Et vous pensez que ça s'inscrit dans cette... nègre carré ici, ça a gêné en l'autre d'autres nègres. Et c'est dommage. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, avec plein de choses, on raconte n'importe quoi.
On raconte n'importe quoi avec une facilité déconcertante. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des preuves, qu'ils aillent porter plainte. Ils ont traîné dans la diffamation au travers de magazines économiques et tout. Ils ont été condamnés une première fois. Ils ont été condamnés en appel. Eh bien, qu'ils continuent. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Je suis tranquille. Vous êtes sereine. Je suis sereine et tranquille. Très bien, on va changer. Et mon travail était de faciliter aujourd'hui qu'il y ait des coopératives maraîchères, agricoles qui fonctionnent mieux. Je ne sais pas combien de kilomètres j'ai fait pour ça. Combien de réunions j'ai tenues au lecta de Croix-Rivaille pour remembrer la filière maraîchère. Tous les agriculteurs, tous les éleveurs me connaissent. Tous, sans exception. Tous les producteurs de canne me connaissent, sans exception. Et ils vous apportent leur soutien quand vous êtes attaqué comme ça? Oui, ils m'appellent pour me dire... En fait, très discrètement, hein, parce non, que, non, mais, pas publiquement. Oui, mais à la limite, est-ce que ces propos-là ont vraiment de l'impact? Je ne sais pas. C'est facile aujourd'hui de dire ça. Moi aussi, vous savez, il suffit que je fasse un WhatsApp et puis je raconte n'importe quoi sur M. Marangeau, M. Jacques-Pierre-Paul, et puis c'est parti. Est-ce que ces gens-là ont vraiment de l'impact? En tout cas... J'ai presque envie de dire que souvent, on est face à des pets de papillons. Nouveau concept. Alors, j'ai voulu qu'on s'amuse un petit peu, parce qu'il y a des moments qui sont un peu plus graves que d'autres. On vient d'en traverser un. J'ai relu vos relations, on va dire, souvent tendues avec le gouvernement. Et je voulais avoir votre réaction. On fait un peu machine arrière. Sur les passes d'armes que vous avez eues avec ce gouvernement, dans la perspective, justement, de votre élection, imaginons que vous soyez présidente de l'exécutif, ils ont gardé en souvenir, ou ils vont garder en souvenir, un certain nombre de choses. Les passes d'armes sur la fameuse taxe Covid. Alors, je ne suis pas sûr que les Martiniquais ont bien suivi ça lors de l'examen du projet de financement de la sécurité sociale. Ça, c'était en novembre 2020. En novembre 2018, vous disiez, je cite, « Décidément, les foudres de Jupiter ont choisi de s'abattre sur l'outre-mer. » Et là, on parlait du fameux abattement fiscal sur les classes moyennes. Vous tiriez à boulet rouge sur le gouvernement. Ou bien votre attaque sur la taxe sur le rhum, où vous disiez, je cite à nouveau, « On veut me faire croire qu'il y a un pays où les Martiniquais sont couchés sous les cocotiers, boivent du rhum toute la journée, plus que les Français boiraient du vin. » Ça pose un climat. Très constructif, figurez-vous. Oui, non, mais attendez. Très constructif. On va parler de la partie constructive. Ça pose un climat. J'ai passé quelques petits coups de fil. Dans certains ministères, et puis certains nombres de vos collègues disent si elle est élue présidente de l'exécutif, on va passer de sale quart d'heure. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis celle aussi à qui on dit dans les ministères, vous êtes une des rares parlementaires arrivés avec des propositions. On vient beaucoup pleurer, on vient beaucoup se plaindre et on vient beaucoup nous faire l'inventaire des constats. Mais pourquoi vous tirez avec... non, vous tirez au mortier, là. Quand je sens une injustice, je l'arrive. Mais il y en a beaucoup. Mais quand c'est bien aussi, je sais que c'est bien. J'ai pris 3 exemples. Vous avez pris 3 exemples, mais il y en a toute une. Il y a moult exemples où je dis qu'il y a quelque chose de bien qui a été fait. Oui, mais vous ne montez pas à la tribune, dire pendant 2 minutes ou 3 minutes, c'est super bien. Il m'est même arrivé de voter certains budgets. Ouais. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Ouais. Mais quand vous allez me dire que ce sont les journalistes qui retiennent ces parties-là. Ça fait le buzz, en fait. Au moins, c'est constructif. Et après, je suis toujours rappelée par le ministère en question pour me dire est-ce qu'on peut composer, est-ce qu'on peut avancer. Est-ce que vous pouvez venir nous voir? Ouais. Quand on touche à une forme de justice sociale envers mon pays, une forme de justice tout court, je sors mes griffes. C'est une réaction, c'est un urticaire, c'est violent, c'est brutal. Je ne supporte pas qu'on puisse me faire avaler des choses qui sont inacceptables. Pas pour moi. Moi, je ne compte pas. On doit être dans l'abnégation totale lorsqu'on est élu. Mon pays. Quand on impose cette taxe, et quand vous lisez l'argumentaire, la taxe sur le rhum, par exemple, et qu'on impose, quand on lit l'argumentaire et qu'on caricature ainsi les Martiniquais, faisant croire qu'on est tous alcooliques, qu'il y a des enfants prématurés qui naissent, mortalité infantile augmentée, tellement nous cabrons. Et qu'à ce titre-là, il faudrait super taxer le rhum, parce que vous avez l'impression
que quand quelqu'un est alcoolique, c'est quand le litre de rhum va coûter 50 centimes plus cher qu'il ne va pas l'acheter. L'alcoolisme, c'est une maladie. Ouais. Même s'il faudra gratter la terre pour trouver les 50 centimes qui manquent, l'alcoolique va trouver, quand on est en addiction, il faut absolument assouvir son besoin. Ouais. Et bien, quand je vois ça, je suis désolée, je suis obligée de marquer ma désapprobation. Et ce n'est jamais calculé. Ce n'est jamais calculé. C'est-à-dire que j'arrive souvent en séance, ma collaboratrice me dit, bon, ce matin, c'est l'amendement Rome qui va passer, ou telle chose, telle chose. Et pendant que je monte les escaliers, ça mouline dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Et parfois, grâce aux moyens, je regarde ce qui avait été fait à l'Assemblée nationale, j'essaie de créer un contexte, puisque parfois, souvent, on arrive en deuxième. Et quand je vois le ministre monter au perchoir et que je l'entends parler, je dis, c'est un moment où je dis, mais de quel pays vous parlez? Oui. Mais c'est normal. Et vous savez que grâce à ces réactions aujourd'hui, j'ai des attitudes et des postures extrêmement favorables. Où il y a des ministères qui m'appellent en amont pour me dire, on aimerait bien avoir votre avis en amont sur telle ou telle chose, etc. Parce qu'ils savent que mes dossiers sont toujours bien préparés, que j'essaye toujours de savoir de quoi je parle, je sors toujours de la banalité. Lorsqu'il y a un constat, je fais quelques auditions rapidement, j'essaie d'avoir des chiffres, d'avoir des éléments, d'arriver avec quelque chose de balèze et toujours savoir de quoi je parle. Et là, je rentre dans un échange extrêmement équitable entre le pouvoir et moi. Et ça me donne des relations tout à fait correctes et apaisées avec la plupart des ministères avec lesquels je travaille, même si, sur certains points, je dois être à la fois déterminée et ferme. Est-ce qu'on peut considérer que ces prises de position qui ont été fortement relayées, à la fois par les médias classiques puis les réseaux sociaux, c'est un atout électoral? Je ne sais pas. Je ne calcule pas. Est-ce que vous avez eu des retours de la population? Oui, j'ai eu beaucoup de retours. Et figurez-vous que souvent, j'étais surprise des retours. L'amendement sur le rhum, je vais vous raconter. Je suis invitée le soir où j'ai poussé ce cri. Ma collaboratrice qui m'appelle me dit, j'ai regardé, c'était super. Alors, je dis bon, ils vont encore dire que je me suis fâchée et tout. Donc, j'ai dit, ah bon, d'accord. Et elle me dit, j'ai pris l'extrait si tu veux le publier. Je lui dis, attends demain. Et le soir, je suis invitée à dîner chez une amie qu'on connaît bien à Paris. Elle m'invite à dîner. Et à la fin de ce dîner, comme il est encore tôt en Martinique, mon téléphone explose de messages. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, ça arrive. Et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Super la télé, super. J'ai eu, en l'espace de quart d'heure, plus d'une centaine de messages. Et à ce moment-là, je me dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont passé exactement? Et là, j'appelle mon compagnon, je lui dis, je suis passé à la télé, il y a un truc là. Il me dit, ah ouais, tu es en train d'exploser les trucs parce que ta déclaration sous le rhum est passée. Et c'est là que je me suis dit, finalement, ça plaît aux gens. Mais on a toujours une petite appréhension parce que je fais les choses sans calcul et donc souvent de manière très authentique et très spontanée. Et parfois, les gens peuvent prendre ça pour de la colère. Non, c'est la passion du pays, c'est de la détermination. Et puis, bon, quand on fait de la politique, on ne doit pas être chiffre-molle. Il faut aussi... on a bien compris que vous ne l'étiez pas. Allons s'arrêter 2 secondes avant d'ouvrir la partie programme sur les 4000 et quelques agents de la CTM. Alors vous êtes une spécialiste du calcul rapide en matière de stratégie politique, mais aussi vous êtes très sensible à ces problématiques, j'allais dire, de management des personnels. 4000 agents qui parlent, un peu plus, 4000, peut-être 4500, qui parlent à leur famille d'une dizaine de personnes, ça fait beaucoup de monde. Oui. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait 45 000 personnes. Je n'avais pas fait ce calcul-là. Et 45 000 personnes, ça pèse dans une élection. Oui. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Parce que probablement qu'un certain nombre nous regardent, nous écoutent. Leur dire que y a une phrase que j'ai retenue parce que comme je travaille à préparer la loi 4D qui normalement devrait être présentée au Sénat en fin de mois. Alors expliquez aux gens qui nous écoutent ce que c'est que cette loi 4D très rapidement. C'est la loi décentralisation, déconcentration, décomplexification, c'est-à-dire le gouvernement a envie de toiletter un peu les relations entre gouvernement, collectivités, etc. Et j'essaye de faire passer au travers de cette loi
quelques amendements de correction de la loi de 2011. Pas dans son ossature globale, hein, pas du tout. Mais il y a des endroits où il y a des trous dans la raquette qui peuvent laisser des interprétations dans lesquelles certains se faufilent. Donc, il y a parfois on dit peu, peut-être qu'il faudrait dire doit pour être plus directif, les moyens donnés à l'Assemblée, peut-être qu'il faut les sanctuariser dans quelque chose qui soit plus fort que normatif, simple règlement intérieur. Il faut aujourd'hui que la démocratie soit très bien balisée dans ce monstre à deux têtes qui a été notre volonté en 2011. Donc, j'ai pour cette loi tenu à effectivement regarder la loi. J'ai pris la tâche d'un spécialiste de droit public, le professeur Delblon, que nous avons payé donc une mission, à qui nous avons payé une mission. Mon groupe Sénat a accepté de prendre en charge cette mission pour aller au fond des amendements. Moi, je ne suis pas une spécialiste du droit public et je n'ai aucun problème à travailler en collaboration avec des gens dont c'est le métier. Donc, on insuffle la philosophie, ce qu'il faut faire, mais après, il y a tout un travail d'écriture extrêmement fine, et le droit public, le droit constitutionnel, et c'est quelque chose de lourd et qui est inscrit dans le marbre de la loi. Donc il y a des spécialistes qui nous aident à mieux rédiger cette loi. Et donc quand en fait j'ai pris cette décision, je me suis dit, allez, on a regardé la loi, on a regardé les problèmes de finances, d'échanges entre Assemblée et Conseil exécutif, mais il y a aussi le personnel, qui est aussi une des jambes de cette collectivité. Et j'ai auditionné tous les syndicats de la collectivité territoriale de Martinique. Bon, il y a beaucoup de gens que je connais parce que j'ai été aussi un fonctionnaire de la région entre 86 et 92, donc il y a des gens qui sont toujours contemporains. Et puis j'ai été aussi première vice-présidente de la région pendant 5 ans, et je l'avoue, j'avais d'excellentes relations avec le personnel de la région, et qui me le témoigne d'ailleurs, qui m'envoie en ce moment beaucoup de petits messages de soutien. Donc je les ai auditionnés. Et il y a une phrase que je retiens, c'est la pire des mandatures qu'on ait connues. Cette phrase est souvent revenue. Je vous passe les détails. Comme j'ai décidé de faire une campagne sereine et de ne pas être dans le passé, mais de m'inscrire dans le futur, donc je ne vais pas en dire plus. Je dis simplement la phrase générique qui est revenue le plus souvent, c'est la pire des mandatures. Les instances paritaires ne sont pas respectées. Il y a énormément de problèmes dans le personnel. J'ai vu le bilan social de la collectivité, parce que chaque collectivité a l'obligation de produire un bilan social. Les chiffres sont hallucinants. En congé de maladie, en longue maladie, etc. Je crois que ça va être le chantier le plus urgent à ouvrir dès le lendemain de l'élection. Il faut absolument redonner à ce personnel du respect, de la reconnaissance, pouvoir les remettre au travail autour d'une notion de fierté. Le personnel doit être le premier à refléter cette fierté martiniquaise que j'ai envie de voir ressurgir au fond de nous, et puis les embarquer dans une démarche collective qui sortent de la gestion d'une habitation, quoi. Il faut impliquer les gens. Vous allez loin. Prendre leur contact. Vous allez loin, oui, là. Non. Ouais. Je l'ai fait quand je suis arrivée, par exemple, à la police municipale de Fort-de-France. J'étais beaucoup plus jeune, hein, il y a 20 ans. Et quand je suis arrivée et que j'ai vu le désastre, je me suis dit, aïe, on m'a donné un gros chantier de sécurité et c'est ça ma police, il y a un problème. Et heureusement, le maire de l'époque m'avait donné carte blanche pour restructurer cette police municipale. Et je les ai mis tous autour d'une table, tous les après-midi. On avait des petits séminaires collectifs animés. Je leur ai dit, écrivez la police municipale de Fort-de-France. Voilà ce que j'attends de la police municipale d'un point de vue philosophique, l'intention politique qu'on doit donner, la proximité, etc. Maintenant, écrivez. Comment vous voyez les choses. Et on a passé des après-midi entières à travailler. Parfois je venais, parfois je ne venais pas, je les laissais libres. Et on a écrit un projet, police municipale, globalement, dans lequel eh bien, il fallait augmenter bien sûr les effectifs, mais aussi reprendre les horaires, travailler plus tard le soir, tous les soirs, être plus dans la proximité, être plus présent sur le terrain, se battre non pas pour quelqu'un qui veut peut-être mal garé, bon c'est peut-être important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'attention, la sécurité qu'on doit, l'impression de sécurité qu'on doit redonner par la présence de l'uniforme, lutter contre les ventes sauvages, redonner un peu d'ordre dans la ville. Et ça a très bien fonctionné. C'est comme à l'issue de ces chantiers-là que, par exemple, les agents de stationnement, qui étaient des simples agents de stationnement qui donnaient des contraventions, quand vous n'aviez pas mis votre petit ticket de stationnement, on les a fait évoluer en ASVP, autrement dit, agents de surveillance de la voie publique, qui leur donnaient des prérogatives en plus. Et tout ça est parti de cela.
Alors moi, je pense qu'il y a un vrai projet collectif, un vrai chantier collectif à mener, Sur le qui personnel. n'a pas à être coupé dans le lard, mais amener tout le monde à être conscient qu'on est dans un pays qui a besoin de tous ses enfants, qui a besoin de notre implication. Ce n'est pas les Chinois qu'on va aller chercher en Chine pour venir gérer la Martinique. Nous sommes les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises, un grand monsieur nous l'a dit. Et pour cela, chaque enfant de Martinique a sa place et a sa partition à jouer, et en particulier le personnel de la collectivité. Très bien. Allons au cœur Du programme. du programme. Avec plaisir. Parce qu'on ne l'a pas encore vu, on ne l'a pas découvert. Donc Il est juste en train d'être mis en maquette, mais il est écrit. Je ne pourrais pas l'analyser en profondeur. Est-ce qu'on peut dire que dans ce programme, il y a un cap, il y a quelque chose qui surnage en fait, et vous pourriez nous en parler? Plusieurs choses. D'abord, rétablir l'attention que l'on doit porter aux Martiniquais. Il faut rétablir ça très vite. Comment vous traduisez ça? Attendez, aujourd'hui, vous avez vu comment on rend les services publics? C'est pas possible. Le délai est devenu le critère exclusif de traitement, de dossier, d'attention portée aux gens, la lenteur. Désolé, il faut remettre du sens dans Non tout mais attendez, cela. Catherine Conconne, vous venez de nous dire que le personnel a besoin d'être... on doit justement Mais c'est avec l'aider. eux. Mais c'est avec eux. Et en C'est même avec temps, eux. oui, mais là, il y a quand même un petit paradoxe. Non, non, mais c'est avec eux. Cette volonté, est-ce qu'il y a une volonté politique de rendre mal le service? Non, c'est Ou des- est-ce que Vous savez, quand ça vous avez vient des gens gens, vous avez souvent des gens qui sont démotivés, qui ne Ouais. sont pas reconnus dans leurs fonctions et qu'on n'a pas Donc, la inscrit. conséquence? On n'a pas inscrit dans un projet de fierté martiniquaise, de donner envie de faire. Et puis quand on s'en fiche en haut. Bon, qu'il n'y a pas de directive claire, qu'il n'y a pas de que C'est ça. d'abord un problème de Voilà. management, en Il y a fait. De management, surtout Ouais. de management politique. C'est bien ça. Voilà, donc je vous il dis, faut- l'absence de volonté politique Voilà, ça se- aboutit à une catastrophe. Voilà, mais le personnel est très volontaire à faire. Il y en a beaucoup que je rencontre qui me disent mais on s'ennuie. On a envie de travailler, on a envie de faire. Mais pour avoir un ordinateur, c'est la croix et la bannière, pour avoir ci et tout. Donc, il faut par exemple dissocier la fonction de directeur général de celle de secrétaire général. Il faut mettre en place un secrétaire général qui règle toute la partie intendance. Du fonctionnement classique d'une collectivité et dédier le DGS à s'occuper à la fois en même temps du personnel, mais aussi de tout ce qui concerne les politiques Des publiques. projets. L'animateur C'est du- pas lui qui doit de axer ces le politiques. papier, quoi. Mais non, ça s'est baillé en temps longtemps. Il faut mettre un secrétaire général qui s'occupe en gros de l'intendance. Ouais. En même temps, il faut avoir aussi cette conscience que nous sommes des Martiniquais, que nous avons un service à rendre à un pays où il y a quand même une injustice sociale qui est assez bien installée ici. 30% d'une population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, des poches d'exclusion qui sont raides, Ouais. qui sont diosifiées avec le temps. Comment on les fait exploser? La volonté, il n'y a de volonté que d'hommes. C'est à nous de faire exploser ça. Ça va être dur, ça va être difficile, mais lorsque vous inscrivez un personnel, une collectivité dans un projet vertueux et qu'il a le sens de ce qu'il fait tous les jours, qu'il voit la réussite et qu'il est reconnu aussi dans sa fonction, pas maltraité, pas sous-considéré, qu'il soit l'objet de joutes politiques, de règlements politiques, ou t'es puis le chimie, ou pas t'es puis moins, ou t'es Marie-Jeanne, ou pas t'es puis moins. Il faut arrêter ça. Un personnel, c'est un personnel. Il a une loyauté, une neutralité à avoir dans son boulot. Il peut militer avec qui il veut derrière. Maintenant, il faut éviter de reproduire une campagne électorale à l'intérieur d'une collectivité. Il faut, une fois qu'on est élu, travailler. Donc, il faut se battre contre toutes les poches d'injustice sociale qui existent. Il faut rétablir de la proximité, de l'attention aux Martiniquais. Il faut s'occuper des gens, Monsieur Marajou. Ce pays demande en premier qu'on s'occupe des gens. Je vois beaucoup de programmes où on m'assomme de millions d'euros. On va faire ça, 350 millions, 250 millions, 150 millions. Et vous avez face à vous des spectateurs qui n'ont pas 5 euros dans leur poche. Ils n'ont même pas de perspective d'en avoir plus. Est-ce qu'on va continuer comme le gouvernement, par exemple, qui croit à la théorie du ruissellement, que plus on va mettre des politiques publiques hyper dopées en millions, que ça va finir par atteindre Tineg en bas? Je ne crois pas. Il faut redonner aux gens l'envie, en tout cas, d'être fiers, d'être martiniquais, en leur prêtant de l'attention, et en particulier envers les plus faibles, mais aussi à ceux qui font l'économie du pays. On a bien compris. On a bien identifié la philosophie générale, on a bien identifié la cible. La philosophie générale est très belle et très vertueuse, c'est le droit au bonheur. Très bien, j'ai noté ça d'ailleurs. J'ai bien l'impression que vous êtes partisane du produit
national du bonheur, en fait. Oui, moi je suis pour qu'on évalue les politiques publiques à l'aune de ce qu'on a fait de bien aux gens, Alors, et pas seulement en millions d'euros. Restons sur cette philosophie générale. Et la cible, puisque vous avez dit, écoutez, en Martinique, il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. 30%. Il y a des gens qui souffrent, on va dire ça comme ça. Regardez la grève de transport en ce moment. La question qu'on doit vous poser, c'est avec quels moyens et sur quelles actions. Oui. Alors, concrètement, donnez-nous sans déflorer alors, le vous savez sujet, déjà, il y a quelque chose qu'on a fait pour rendre les élus plus efficaces, plus à l'écoute et plus disponibles. On a arrêté avec ce saucissonnage des politiques publiques qui font qu'aujourd'hui, il y a 17 commissions sectorielles à l'actuel CTM. 17. Autrement dit, on a pris un saucisson, on l'a découpé en tranches. Il y a un bout pour l'agriculture, un bout pour la culture, un bout pour ceci. On ne construit plus des politiques publiques comme ça aujourd'hui. Il faut installer de la transversalité à tous les niveaux. Ça veut dire, tous les niveaux. Eh bien, aujourd'hui, ouais. 5 grands axes vont tenir la collectivité. 5 grands axes, autrement dit, 5 grandes commissions. Et tout y est. On a fait l'inventaire de tout ce que doit, comme politique publique, la CTM à la Martinique, en allant même beaucoup plus loin, dans une collaboration plus apaisée avec l'État, plus en leadership sur l'hôpital, sur les pollutions, sur le chlordécone, sur plein de choses. Sur tous les domaines qui ne concernent pas forcément la CTM. CTM. Grande commission, et nous avons eu l'honnêteté et le courage et l'audace d'afficher des intentions. Lorsque je vais vous dire, M. Barajo, mieux être, mieux vivre en Martinique, ce n'est pas les affaires sociales. D'accord ? Donc, même dans la dénomination... Dans la dénomination, on met des intentions. Ouais. Avec ensuite une déclinaison de projets sur lesquels on pourra être jugé. Mais vos amis, vos colistiers et même les gens de l'opposition, pour eux, ça va être catastrophique en termes de représentation. C'est une vraie révolution. C'est-à-dire que les 17, là, c'est 17 présidents, on est d'accord. Ouais. C'est 17 systèmes de reconnaissance, c'est 17 missions à l'étranger. On va être reconnu par autre chose, on va être reconnu par l'action. Non, vous allez révolutionner le truc. Bien là. sûr, mais il faut révolutionner le truc. Il faut avoir 5 commissions, nous sommes une cinquantaine d'élus dans l'Assemblée, 51, quand on enlève le président, il reste 50, eh bien, ça fait 10 élus par commission. D'accord ? Ça fait 10 élus par commission, ce qui ne donne pas ce qu'on voit aujourd'hui, que parfois les commissions se réunissent avec une personne ou 2 personnes, parfois de l'opposition. Ouais. J'ai 2 collègues qui sont avec moi dans l'opposition, souvent elles font la commission, elles seules. Enfin, l'opposition elles ne sont pas dans la majorité. Voilà, elles ne sont pas dans la majorité. Ouais. Vous voyez ? Et puis, vous avez aujourd'hui des commissions qui peinent à se réunir parce que vous êtes à la fois dans une, dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 commissions qui ne se parlent pas entre elles. Plus les représentations extérieures. Plus les représentations extérieures. Comment voulez-vous engager des jeunes en politique ? C'est le challenge que nous nous étions fixés également. Il y a beaucoup de jeunes dans notre liste qui vont être aux affaires, qui ne sont pas au fond de liste, qui sont beaucoup d'entre eux qui sont très hauts. Moi, dans la section Fort-de-France, celui qui me suit, c'est un jeune de 31 ans. De 31 ans. Parce qu'il faut aussi regarder derrière, regarder la transmission, comment on la suit. De toute façon, quand vous avez commencé, vous aviez cet âge-là. Ouais, quand on soit qu'on soit dans une commission et qu'on se dise, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, quand je vais partir, eh bien, je sais qu'il y a de la relève qu'on a formé et il y a des gens qui vont prendre le pays en main. Alors, allons essayer par exemple, dégrainer d'autres 5 grandes commissions, et ce que vous faites toutes ces commissions se réunir le même jour. Si vous dites, par exemple, que le mardi matin, c'est la matinée des commissions, les 5 commissions peuvent se réunir le même jour, et parce que vous n'êtes membre que d'une seule commission. Une seule commission. Ça vous libère du temps pour faire autre chose. Et on n'est pas dans la réunionnette chronique comme on est aujourd'hui, où parfois les élus viennent un quart d'heure dans la commission A, courent 10 minutes dans la commission B, parce qu'on a un mal fou à les réunir. Les secrétaires vous appellent indéfiniment, personne n'arrive à trouver un jour de commission. Et je vous avoue, face à ce désordre, à ce chaos, je suis en grève des commissions depuis 2016. Parce qu'elles n'ont aucun sens et elles ne font que valider pour la plupart des décisions qui sont déjà prises ailleurs. La preuve, elles ne se réunissent généralement qu'à l'orée des plénières et on vous demande dans la convocation d'emmener le dossier 23, le dossier 17 qui se trouve dans votre dossier de plénière. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors cette révolution-là étant actée... Cette révolution est actée, ça donne aux élus la possibilité d'avoir du temps pour aller sur le terrain, pour travailler aussi. Lorsque vous attirez des jeunes dans la politique,
En quelque part, il ne faut pas obérer leur carrière. Quand vous prenez un jeune qui a une trentaine d'années, qui commence dans le monde du travail, et qu'à 30 ans, vous lui demandez d'être en réunion lundi matin, mardi matin, mercredi après, mais attendez, à la fin de la mandature, il est au bas de l'échelle, tous ses copains sont passés sur sa tête. Hein. Il est devenu pauvre. Tous ses collègues sont passés sur sa tête. Il a bousillé sa carrière. Donc il faut, parce que ce n'est que 1 300 €, hein, l'indemnité que l'on donne aux élus de l'Assemblée. C'est 1 300 € net. D'accord? Donc, parce que quand on a pris tous les prélèvements, il ne reste que 1 300 € net. Donc ça veut dire qu'il faut travailler en même temps. Sinon, vous avez une petite rémunération qui est totalement ridicule. Donc, on ne peut pas bousiller la carrière de ces jeunes qu'on a envie de former et d'impliquer dans la vie citoyenne si, en même temps, on les prive même de leur gagne-pain et de leur progression dans le milieu du travail. Donc, il faut simplifier ça et surtout permettre aux élus de retrouver du temps pour aller sur le terrain, pour inscrire leur démarche dans la proximité. Il faut tenir des réunions chez l'habitant, il faut tenir des réunions dans les communes, aller restituer l'action de la collectivité, délocaliser des plénières. Je rêve de ça, de plénières délocalisées en commune pour attirer Paul, Jacques, Pierre qui ne viendra jamais en plénière. Je vous arrête sur ça. Qu'est-ce que vous pensez des idées présentées par d'autres candidats de créer une représentation physique sur le terrain de la CTM, par exemple dans le Nord ou dans le Sud? On l'a prévu également dans notre démarche. On a prévu 4 antennes délocalisées. Voilà. Parce que vous savez bien que le Nord, c'est compliqué, l'Atlantique, c'est pas la Caraïbe, etc. Donc, on a 4 antennes décentralisées avec des élus qui vont être les référents de ces antennes-là, avec des permanences qui devront être obligatoires, etc., etc. Donc, c'est important de repenser la gouvernance, de repenser la politique, comment les gens perçoivent. Et c'est ça qui va nous permettre de retrouver du lien avec les lecteurs. C'est-à-dire en retissant, il y a ça aussi, en retissant des relations avec lui, en retissant une proximité avec lui. Il faut faire ça. Donnez-nous 2-3 idées, j'allais dire emblématiques, singulières, inédites, qu'on ne retrouve pas dans les autres listes et qui vous tiennent à cœur. Le zéro délai. Alors, dites-nous il y a ça. par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de démarches qui sont encadrées déjà par des délibérations cadres. Je prends l'exemple du logement. Quelqu'un doit une aide au logement parce que ses revenus lui permettent d'être dans cette catégorie-là. Il y a la fourchette revenu est votée dans une délibération. Donc, la décision politique est déjà prise. Et pour que cette personne bénéficie de cette aide au logement, elle doit fournir un devis. Et puis, elle a une aide qui est plafonnée à 6 000 €. Et elle doit fournir son titre de propriété. Enfin, bref, quelques menus justificatifs. Pourquoi il faut attendre 6 mois, 1 an pour avoir ça? Pourquoi il faut repasser en commission? Pourquoi? Il y a une délibération cadre. Eh bien, moi, j'estime que sur toutes ces délibérations cadres, l'agent qui reçoit, le fonctionnaire qui reçoit le citoyen, et qui reçoit le document dans un courrier, dans un courriel ou n'importe quoi, doit avoir la possibilité de dire en temps réel à la personne, c'est OK pour votre aide. Bien sûr, le lendemain, l'élu passe, valide la décision par une signature, parce que le contrôle des pièces a été fait. Pourquoi il faut attendre? Et vous avez moult décisions comme ça qui peuvent être traitées dans ce que nous avons appelé tendre vers le zéro délai. Autrement dit, répondre aux gens immédiatement. Ça ne peut plus durer aujourd'hui, ces longueurs de délai qui découragent les gens. Pourquoi les fonds européens sont aujourd'hui quasiment inaccessibles au monde de l'entreprise? Simplement parce qu'on se crée des contraintes. On se tire des balles dans les pieds en rajoutant des procédures à des procédures, en perdant les dossiers, il manque le papier. Oui, mais là, il y a une philosophie qui a été exprimée, une philosophie politique qui a été exprimée dès le départ. C'est-à-dire par le président de l'exécutif qui a dit, bon, je n'en fais pas une priorité. Oui, mais il a bientôt. Donc il faudra rectifier ça. La Martinique ne doit se passer d'aucune disponibilité financière qui existe dans le monde. Partout où on pourra avoir des revenus supplémentaires, des financements publics, privés supplémentaires qui viennent abonder nos ressources. Ça va nous permettre aussi de baisser les prélèvements sur les Martiniquais. Si on optimise l'utilisation des fonds européens, des fonds dédiés à la relance, de certain nombre de dispositifs de mécénat et tout, ça va permettre de dire, on va baisser la taxe sur l'essence, on va baisser la taxe sur telle chose, on va supprimer la taxe passager.
On va arrêter de créer cette impression de raquette fiscale dont les Martiniquais se plaignent. Donc, il faut penser l'optimisation des ressources de manière à ce qu'on ait en objectif de soulager le porte-monnaie au quotidien du Martiniquais. Alors, on ne va pas passer tout le programme en revue, on va probablement se revoir. Plaisir. Vous regrettez d'avoir quitté le PPM? Non. Non. J'ai gardé mes valeurs, j'ai gardé mes principes. Plus césarienne que moi, tu meurs. Je continue de découvrir Césaire tous les jours. Je le lis quasiment tous les jours. Je relis tous ses discours à l'Assemblée nationale. Souvent, il m'inspire. Quand parfois j'ai un discours à faire au Sénat, parfois je vais lire ce qu'il avait écrit. C'est tellement d'actualité, c'est tellement prégnant de circonstances actuelles. Ça me nourrit énormément. Mais je ne pouvais continuer à demeurer dans un milieu dans lequel je souffrais. Cette candidature, est-ce que ce n'est pas le signe? La question m'a été suggérée, hein, je dois l'avouer, que vous vouliez depuis très longtemps exister et contribuer au développement de votre pays. Contribuer au développement de mon pays, j'espère que... En existant. J'espère que et en existant, j'espère que c'est la vertu de tous les élus, hein. Si il y a des gens qui n'ont pas du tout cette philosophie-là, vous le savez. Ça, c'est yo. Moi, je suis très détachée. Ce que je fais, très détaché de ma personne. Je ne suis pas là pour voir ma tête sur une affiche et tout. J'ai presque peur quand ces moments-là arrivent. Pas peur au sens où je crains les joutes, etc. Pas du tout. Je n'ai ni peur de perdre, ni peur de gagner. Mais peur de dire, il y a un gros truc qui va nous arriver là. Il faudra s'armer de courage et de détermination. Ce sera plus de nuits blanches, pas de vacances, pas de repos, pas de week-end. Donc, préparez quoi, marin ou ma fille. Donc, ça, c'est quelque chose de très fort. Mais être dans l'ombre. J'étais pas dans l'ombre. Oui, je considérais pas que j'étais dans l'ombre. Vous avez toujours été vice quelque chose. Oui, c'est pas grave, mais j'étais pas dans l'ombre. Je ne pouvais pas dire que j'étais dans l'ombre. Non, mais à aucun moment, vous n'aviez eu l'occasion de proposer de manière intégrale vos idées. Vous étiez obligé de composer avec... parce que vous me répondiez... Oui, mais vous savez, je suis dans un parti... c'est bien de constater que j'avais cette loyauté et je crois que le président aussi doit certainement reconnaître que j'ai toujours été très loyal et que j'ai toujours su rester à ma place. Bon, très bien. Ça, c'est pour la forme. Mais le fond, aujourd'hui, vous êtes libre. Alors, il m'est arrivé, vous savez, lorsque j'ai quitté le PPM, j'ai lu dans une de leurs missives stupides du secrétaire général, je crois que... Vous l'aimez pas trop, le secrétaire général? J'avoue que je ne prendrai pas de café avec lui. Oula. Bon, mais ça, c'est une page qui est tournée. Et j'ai été peut-être plus courageuse que d'autres. Mais il y en a beaucoup qui pensent... Peut-être qu'il sera un de vos collègues. Oui, mais c'est déjà le cas. Hein. Oui. Bon, donc... on a été collègues à la mairie pendant 17 ans, on est à la CTM, on a été collègues au Conseil général, hein, donc rien de nouveau sous les tropiques. Mais les couteaux sont sortis. Oui, mais bon, il y a une espèce de vigilance, de surprotection du président, de paranoïa qui fait que dès que quelqu'un dit quelque chose, il faut absolument, ça va être contre lui, mais c'est fatigant ça. Mais là, fatigant. Mais là, très clairement, on peut dire que vous avez pris votre liberté, vous vous êtes émancipé. Ce que je regrettais beaucoup, il m'arrivait souvent de râler. Je disais tout à l'heure que dans une des missives écrites, j'avais découvert que parfois, je sais pas si c'était brutalisé ou bien, je sais pas, les militants, parce que je trouvais qu'on travaillait pas, Monsieur Marajou. Je trouvais qu'on ne travaillait pas. Si on reprend les procès-verbaux de certains comités nationaux, parfois je me fâche en disant, mais quand est-ce qu'on fait un séminaire sur l'emploi? Quand est-ce qu'on fait... j'ai des contacts, il y a le directeur de l'IEDOM qui est prêt à venir, le directeur du Pôle emploi qui est prêt à venir à alimenter un séminaire. Je revois le président disant au secrétaire général, bon, vois avec elle, organise ça. Rien ne se faisait. J'estime qu'un parti, ça doit être un laboratoire d'idées, ça doit être un endroit qui nous forme, qui nous rend plus costauds dans notre expression, qui nous donne les éléments pour être fort, pour être formé, pour être... Et j'avais pas ça. Donc vous vous engagez devant témoins à ce que le mouvement que vous allez créer, fatalement, parce que c'est même inscrit dans la charte qu'on a écrite, puisse répondre Absolument. À ces exigences. Mais c'est une exigence normale. Ouais. Vous savez, lorsque je suis au Sénat, j'aime ça, j'aime cette partie-là. Il y a une loi qui arrive, vous êtes convoqué à une série d'auditions.
vous posez des questions. Mais les plus grands du pays défilent, hein, du ministre en passant par le directeur des grandes sociétés nationales ou internationales qui viennent. Ils sont là, ils sont soumis la démocratie en fonctionnement. Une batterie de questions. Ouais. Et lorsque nous écrivons nos amendements, lorsque nous prenons la parole, ça a du poids, pas ni djin, pas ni petit parole inutile. La parole est fondée, elle est précisée, tout est préparé en amont. On sait qui va prendre la parole, à quel moment, tout est carré. Moi, j'étais au milieu de désordre impossible à la CTM. On aurait pu être extrêmement costaud à la CTM. Avoir une espèce de shadow cabinet bis qui puisse spécialiser les élus sur tel et tel sujet et attaquer au bon moment, pas être dans « Ah, vous m'empêchez de parler ». Pour ceux qui nous écoutent, le shadow cabinet ou cabinet de l'ombre, c'est faire comme si on avait un deuxième gouvernement à côté. Mais bien sûr, bon, mais on a toujours souhaité ça. Tout en restant dans l'opposition. Bien sûr, mais ça nous spécialiserait, ça permettrait qu'on s'approfondisse et moi j'ai toujours rêvé de ça. Lorsqu'on avait les lundis du parti, je regrettais que les lundis étaient tenus par nous-mêmes. Donc on est quelques-uns là, puis on parle à nous-mêmes, on ne s'ouvre pas à la population, on ne s'ouvre pas au savoir. Et ça me rendrait profondément triste. Vous vous rendez compte que vous employez le présent? Vous dites on ne s'ouvre pas? Oui, mais il faut s'ouvrir. Bon, de toute façon, ils nous écoutent et nous entendent. Je n'ai dit que la vérité. Quelles sont les erreurs que vous avez commises dans la campagne de 2015 que vous ne reproduirez plus? Peut-être être moins vive dans mes réponses. Voilà, je suis une passionnée, vous voyez. Moins vive et moins rapide, laisser, allez, comme on dit, laisser pisser, quoi. Ouais. Mais j'ai une telle soif de justice, souvent, que quand je vois qu'on vous attaque en disant il a fait ça et que je sais que c'est pas vrai, j'ai une espèce de réaction pour monter au créneau pour protéger et disculper les miens. Bon, voilà. Donc le chien habillé en mône, c'est terminé. Je vous signale quand même qu'on ne devrait même pas répéter ça parce que c'est un enregistrement. C'est un enregistrement qui a été fait hors plénière, dans un couloir, et un enregistrement qui a été fait à l'insu de mon autorisation. C'est totalement illégal, c'est totalement frauduleux. On a même fait croire que j'avais dit ça en plénière. Ouais. C'est faux. Oui, mais bon, c'est faux. Ça tient aussi à votre personnalité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? On ne sait même pas ce que la personne m'avait dit en face. Oui, mais on a jugé que ma réponse. Voilà. Vous connaissez les manipulations de la communication. Parce que vous êtes une professionnelle de ce milieu-là. Qu'est-ce que vous pensez de celle-là, qui m'a été suggérée aussi? Dites à Catherine Conconne de ne plus parler des faits divers. Les faits divers, c'est quoi? Vous savez... les tueries éventuelles, les accidents éventuels, etc., dans la campagne, ça peut prendre, on l'a vu à de multiples reprises, une importance démesurée. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein, qui m'a envoyé ça en me disant, dites-lui... Qu'est-ce qu'on appelle fait divers? Si c'est en ce moment la grève depuis un mois de la CFTU qui prive les foyalais, etc., les gens du centre, de la CACEM, de tout transport, qui sont en train de croupir dans des... C'est des faits divers aussi, ça. Non, ça, c'est pas du fait divers. Ça, c'est du social. Les faits divers, c'est quelqu'un qui rentre dans une boîte de nuit et qui descend des gens, entre autres, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que... Parce que là aussi, il y a eu des interprétations totalement frauduleuses sur ce que j'avais dit ou pas. Mais totalement frauduleux. Est-ce que vous êtes capable d'écouter les conseils des gens qui vous aiment? Oui, mais encore une fois, il faut que les gens aient les bons contextes et les vraies raisons. Mais vous savez très bien qu'ils ne changeront jamais, qu'ils continueront à vous attaquer. Par contre, si vous ne dites rien... Non, mais parfois, il faut parler. Ah. Oui, ma bouche sera la bouche parfois de ceux qui n'ont point de bouche. C'est trop facile de rester douillettement dans son petit coin et puis de ne rien dire sur rien. Vous avez entendu Catherine Conconne est repartie pour un tour. Je ne suis pas repartie, je n'ai jamais cessé de m'exprimer, M. Marajou. Il y a des gens qui découvrent là maintenant les réseaux sociaux parce qu'ils sont candidats. Il y a des gens qui font des webinaires, des trucs, qui recommencent à aller au-devant de la population, qui vont même au-devant de la population parce que brusquement, ils sont candidats. Je n'ai jamais cessé d'être au-devant de la population et de commenter régulièrement l'actualité et de surtout dire quand les choses ne vont pas. Je vous signale que je suis celle qui, l'an dernier, à cette époque-là, au mois de mars, avril de l'an dernier, 2020, a dénoncé l'incurie concernant l'eau. Oui. Parce qu'on le répétait aux Martiniquais, c'est parce qu'il y a de la sécheresse qu'il n'y a pas d'eau. Et quand j'ai découvert que c'est parce qu'il y avait une casse à Séguineau, et que c'est parce qu'on n'avait pas optimisé les ressources qu'on avait, et que j'ai dénoncé ça en écrivant, en gros, sur ma page Facebook, mensonge,
que les choses se sont déclenchées et qu'on a commencé à voir des améliorations dans le réseau d'eau. Cette émission s'achève. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux Martiniquais? J'ai à dire aux Martiniquais qu'il faut aller voter. Il faut arrêter avec cette tendance qui est de dire il faut arrêter de caricaturer les politiques. En Martinique, il y a à peu près 1 millier de politiques entre les conseillers municipaux, les conseillers, CTM, etc., qui sont engagés au quotidien. Une grande partie d'entre eux, la plus grande partie d'entre eux, travaillent énormément. Il faut arrêter avec ces préjugés qu'on vient là pour s'en mettre plein les poches. Beaucoup de conseillers municipaux ont 0 rémunération. J'étais maire adjoint de Fort-de-France avec des politiques publiques lourdes qui me prenaient mes nuits, mes jours, à 20h, 21h, minuit. J'étais dans la rue, prostitution, cambriolage, délinquance. J'avais un peu plus de 600 € de rémunération. J'ai pas de voiture de fonction, j'ai pas de portable de fonction. Autrement dit, c'est pas pour les 600 € qu'on fait ça. On fait ça, c'est parce qu'on aime son pays, qu'on aime sa ville et que je pense qu'il vaut mieux avoir des structures démocratiques organisées qu'un pays qui est sous régime totalitaire. Je préfère avoir aujourd'hui des élus qui sont peut-être à portée de compliments, à portée de gifles ou à portée de critiques, que d'avoir une espèce d'être illuminé suprême à la Duvalier ou bien à la Kim Jong-un en Corée du Nord et qui décident de tout et qui ont droit de vie ou de mort sur les gens. Donc, allez voter. Le système n'est peut-être pas parfait, mais c'est quand même le meilleur qui existe aujourd'hui. Participez à la vie citoyenne, parce que ce n'est pas en restant dans son canapé et en commentant l'actualité, surtout en pointant du doigt les élus, qu'on fera évoluer ce pays. Soyez fiers de votre pays. Aimez-le, et pour cela, impliquez-vous au quotidien, tous les jours, en politique, dans l'associatif, dans le mutualiste et tout. Impliquez-vous, pas arrêtez spectateur en pays. Comme dirait notre ami Jocelyne Béroir, arrêter de vivre inutilement. Exactement. Bon, très bien. Alors, Césaire disait ça très bien. Il disait, nous ne devons pas être des spectateurs stériles, assis les bras croisés. Très bien. Merci de ce rappel historique. Vous savez qu'il y a un petit 2-3 minutes culturelles. Alors, est-ce qu'en régie, on est prêt? Alors, nous avons un partenaire, qui est la librairie antillaise, que je vous demande de soutenir. Ah oui, il faut soutenir les librairies de proximité voilà. et arrêter de commander sur Amazon. En fait, ne faites pas que commander sur Amazon. Oui, arrêtez. Voilà. Allez à la librairie antillaise. Si le livre n'existe pas, on va vous le commander. Mais arrêtez d'enrichir Jeff Bezos. Voilà, qui a suffisamment d'argent. Voilà, exactement. Ça aussi, c'est la fierté martiniquaise. Bon, très bien. Alors, nos propres productions, que j'essaie de défendre. C'est très bien. Historial. Alors, le prochain arrive, hein, vous inquiétez pas. L'extraordinaire histoire du dernier nègre marron de Martinique, en parlant de monsieur René Beauregard. Et puis d'autres histoires, notamment sur la Jamaïque et toute la Caraïbe. Je l'achète régulièrement. Merci beaucoup. Le dernier Business News sur les 500 noms du pouvoir aux Antilles-Guyane. Alors, les gens nous ont dit, mais à quoi ça sert? C'est pas très compliqué. Si vous voulez envoyer un mail au préfet, il y a son mail dedans. Si vous voulez téléphoner à Catherine Coconne et lui envoyer un mail, il y a son mail et son numéro de téléphone des 500 personnes qui ont de l'influence en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et puis, on vous a mis une petite cerise sur le gâteau. Le People Yol, le Tour des Yols, pour ceux qui ont la nostalgie de ce moment central de notre et culture. Qui nous manque bien. De notre culture. Alors, les bouquins. Alors, les fondamentaux. Jacques Adélaïde Merland, Histoire générale des Antilles et des Guyanes. Lisez ça. Si vous n'avez pas ça, et le bouquin d'Armand Nicolas, bien évidemment, sur la Martinique, mais là, c'est l'ensemble, les Antilles et la Guyane. Précipitez-vous. Et des Guyanes en plus. Et des Guyanes. Précipitez-vous. C'est là que vous allez trouver des facteurs d'explication à des choses très bizarres que vous voyez aujourd'hui. Alors, un épisode dramatique de l'histoire africaine, le massacre des tribus, de certain nombre de tribus par les Allemands en Namibie. Vous avez probablement entendu parler de ça. Et le Blue Book de Élise Fontenelle-Ndiaye raconte cette histoire. C'est l'histoire d'un génocide, qui est le premier génocide du XXe siècle. Les Allemands ont massacré des milliers, des dizaines de milliers de Noirs en Namibie. Et c'était le prélude. Ils ont testé en Namibie ce qu'ils allaient faire avec les Juifs à travers la Shoah en 1939-1945. Et ça se passe de 1883 à 1916. Donc, ils avaient déjà ces idées de génocide en tête.
Je vous ai parlé de la semaine dernière de société liquide. Alors, je cite très souvent Umberto Eco, notamment sur la petite phrase qu'il a prononcée sur les réseaux sociaux en disant « À travers les réseaux sociaux, on a donné la parole aux imbéciles qui avant étaient au bar. » Ce qui est effectivement vrai, mais il n'y a pas que des imbéciles sur les réseaux sociaux, bien loin de là. Umberto Eco, Chronique d'une société liquide. Lisez ça, vous comprendrez mieux les enjeux actuels de la démocratie en particulier. Philosophe italien, décédé il y a quelques années, mais irremplaçable, fabuleux. Et puis les thrillers. Alors là, je vous en ai pris un français. C'est pas les plus nombreux, mais Thomas Bronek, avec Les Initiés, fait une chronique du pouvoir en France et en particulier à Bercy. Vous savez qu'on dit Bercy, le ministère des Finances, et vous verrez les relations sulfureuses entre la pègre, les fonctionnaires, l'État et le pouvoir. Et vous allez découvrir des choses absolument fabuleuses. C'est une fiction. C'est une fiction, mais... Rassurez-nous, Monsieur Marajo, parce que sinon, on va finir par être totalement foncé dans... C'est une fiction, on va dire, fortement charpentée par la réalité. Voilà. Lisez ça, ça va vous distraire. Catherine Coconne, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre franchise. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour cette campagne électorale. Merci, monsieur Marajo. Et on se reverra de toute façon. Oui, après la victoire. À très bientôt. À très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci des petits mots que vous nous envoyez, même si certains sont assez durs. C'est pas grave, continuez. Et donc, à très bientôt. Semaine prochaine, nous recevrons, vous le verrez. À bientôt.